Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce vendredi 13. J'espère que vous avez pensé à jouer. Si vous êtes un petit peu superstitieux, ça peut éventuellement marcher. On va ce soir discuter avec un fou, un tintinophile comme on dit plus précisément. C'est mieux quand même. Bob Garcia, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes un passionné par Tintin à la base, vous êtes romancier, vous écrivez des polars et puis vous avez fait des enquêtes, sorti des livres sur Tintin. Alors j'en ai quelques-uns ici, je vais les montrer comme ça. Voilà, il y en a sur le polar, Baker Street, les rapports avec Jules Verne, etc. Enfin, il y a toute une collection, à mon avis, les fous de Tintin vont s'intéresser à vous très vite. On les trouve en librairie. Et puis il y a le nouveau, il s'appelle Hergé et le 7e art, le voici, aux éditions MacGuffin, un livre dans lequel vous expliquez qu'Hergé et Tintin, donc évidemment, sont très liés au cinéma et vice-versa. L'un a inspiré l'autre. Le problème, c'est qui a copié qui. On va essayer de comprendre tout ça avec vous. D'abord, première chose, Hergé, dans les années 30, Hergé, et même plus jeune, s'est beaucoup intéressé au cinéma. Ça c'est vrai, on le sait. Oui, les biographes racontent, et puis ça, par le biais de sa famille, on a su plein de choses comme ça, qu'il allait au cinéma avec sa mère quand il était enfant. C'était une façon de le calmer et de le récompenser, sans doute aussi. Il a vu énormément de films muets, effectivement, tout ce qu'on connaît d'Harry Langdon, de Buster Keaton, de Laurel et Hardy. Et tout ça, ça transparaît dans son œuvre. Ce qui est prodigieux, parce qu'on va le voir dans un instant avec des images, on va regarder ça, mais il avait une mémoire visiblement énorme, parce qu'on va retrouver des détails très précis ensuite dans ce qu'il a vu dans ses BD. Tiens, voilà quelques exemples. Ce genre de comparaison, ça c'est dans quel film, juste pour commenter celle-ci? Ça c'est dans Scarface. Voilà, et l'image d'à côté c'est dans Tintin en Amérique. Voilà, ou un autre exemple. Là, c'est Frank Capra à gauche, c'est Lost Horizon, je sais plus comment ça s'appelle en français, étonnant, Horizon perdu. Parce que c'est très précis. Oui, en même temps, voilà, ça c'est un film de Cécile B2000 aussi à gauche, c'est Les Naufrageurs des mers du Sud. On va voir d'autres exemples, mais il avait évidemment pas les cassettes vidéo pour regarder, faire un arrêt sur image et refaire. Non, mais il mémorisait. Par contre, pas seulement, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'ouvrages cinématographiques à l'époque. Et ces ouvrages présentaient en avant-première les films avec des images extraites de ces films-là. Donc il a pu aussi bien s'inspirer de ça sans forcément voir les films. Mais quel était le but? C'était de faire des clins d'œil ou c'était un manque d'inspiration? Comment on peut analyser ça? Non, il enrichissait, il alimentait son œuvre avec tout ce qui passait dans l'actualité immédiate. Donc effectivement, après les biographes, enfin en l'occurrence moi pour ce qui est du cinéma, je suis allé chercher aux différentes époques où il a dessiné ses bandes dessinées, ce qui passait sur les écrans en Belgique à ce moment-là, et j'ai eu effectivement des surprises assez étonnantes. Et alors, vous dites même que ça va plus loin, il utilisait les techniques cinématographiques. Oui. En fait, c'était Hergé réalisateur dans ses BD. Oui, pratiquement. Et vous parlez d'Hitchcock notamment. Oui, il disait que quand il se mettait à sa table de dessin, il faisait son propre cinéma. Et il a anticipé même certains effets de travelling et de contre-plongée. Enfin, je suis pas assez spécialiste du cinéma pour parler de tout ça, mais il a anticipé certains effets cinématographiques dans ses bandes dessinées. Est-ce que lui-même avait une caméra ou avait une application, on va dire, technique de ça, ou il se limitait à dessiner et à transposer? Non, il dessinait, c'est tout. Il avait vraiment aucune connaissance cinématographique. Enfin, il réalisait beaucoup d'affiches aussi. Donc, effectivement, il avait cette vision un petit peu d'affiches cinématographiques, mais c'est tout. Il n'avait pas de compétences particulières dans le domaine du cinéma. Est-ce qu'il a eu des plaintes? Oui, il a eu des plaintes, pas forcément du monde du cinéma, mais effectivement, il y a des gens qui lui ont reproché d'avoir un peu plagié, et réciproquement. Donc ça fait partie du jeu. Alors, regardez, je crois qu'il y en a d'autres extraits. Il y en a une étonnante où, voilà, ça c'est Chang, il est célèbre, il a vraiment existé, donc bon. Voilà, c'est un personnage réel. Là, on a une vraie, voilà, le professeur Tournesol. Oui, ça c'est Auguste Picard, effectivement. J'ai choisi cette image parce qu'elle est tout à fait amusante. Frappant, hein. On a vraiment l'impression qu'il l'a recopié. Ouais. Là, c'était le Chèque, celui qui l'acteur du Chèque, je me souviens plus de son nom. À chaque fois, voilà, c'est des détails qui Hergé pas. Prend dans la littérature, dans les revues, des images, et il les recopie comme ça. C'était Rudolf Valentino, voilà, le nom dont je cherchais tout à l'heure. Alors, il y a eu des échanges dans ce sens-là, et ensuite, ça s'est inversé pratiquement. Oui, tout à fait. Alors, il a emprunté à Hitchcock, notamment les 39 marches, L'île Noire, est inspiré très fortement du film Les 39 marches. Relisez L'île Noire, regardez Les 39 marches et vous allez voir ces histoires de menottes, etc. Enfin, il y a énormément de points communs. Et ensuite, curieusement... Ce sont les réalisateurs qui sont venus, peut-être inconsciemment, puiser dans les BD de... Voilà, exactement. Mais justement, puisqu'on parle d'Hitchcock, dans le rideau déchiré, le Sand Curtain, là, on voit l'enlèvement d'un savant qui est enlevé par des pays de l'Est, et le savant qui détient une formule pour faire quelque chose de révolutionnaire, je ne sais plus si c'était une bombe ou je ne sais quoi, c'est exactement l'affaire Tournesol.
Et donc là, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le film pratiquement des éléments de l'affaire Tournesol. Alors, il y a eu aussi évidemment des tentatives de transposition de la BD elle-même, de Tintin au cinéma. Ça a été laborieux. Alors, ce que je savais pas, c'est que le premier essai, c'est des poupées en fait, c'est de l'image par image. Exactement. Puis c'est pas sorti, je crois qu'il y a des histoires d'argent. C'est Claude Mison, je crois, ou Misson, je me souviens plus, en Belgique, qui avait effectivement essayé d'adapter le Crabe aux pinces d'or. Donc, il existe un petit film avec des petites marionnettes. Bon, quelques initiés possèdent des copies de ce film-là, qui n'est malheureusement pas distribué, pas diffusé, tout simplement parce qu'il a été saisi par la justice belge. Oui, alors, il y a eu, je sais plus, 2 ou 3 films. On avait reçu d'ailleurs l'acteur principal qui est venu ici il n'y a pas très très longtemps dans l'émission C'est mieux le matin, Didier Homer. Ouais. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 films en fait en tout. Ça n'a pas été vraiment, il n'y a pas eu une vraie série, quoi. Non, il y a eu 2 films dans les années 60. Il y en avait un 3e qui était prévu, je crois, initialement, et puis qui n'a même pas eu lieu parce que les 2 premiers n'ont pas connu autant. C'est étonnant, hein, pour autant d'échanges avec le cinéma, et finalement ça n'aboutit pas vraiment au cinéma pour Tintin. Ouais, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il y paraît. Là, ça avait été fait avec des moyens peut-être qui étaient pas tout à fait au niveau. L'acteur est excellent, Jean-Pierre Talbot, mais Jean-Pierre Talbot, Jean-Pierre Talbot, mais ça suffisait pas pour qui aime beaucoup la région et qui passe tant de temps chez nous. Voilà, il y a encore quelques images, je voudrais qu'on les rate pas, et notamment, je crois qu'on va voir. Alors voilà, bon, là c'est carrément sur plusieurs vignettes. Ouais, c'est ça, c'est tiré de la bande dessinée. À gauche, on a une bande dessinée d'Adamson, le petit personnage. Là, c'est Adamson, c'est un Suédois, Jacobson, qui dessinait ça, et on voit ce petit chien qui pique un os là du dinosaure dans le musée. Hergé a repris pratiquement tel quel ce gag dans le Sceptre d'Ottokar. Alors, Milou ça c'est pas Milou. Non, c'est pas Milou. Ça ressemble, je me suis fait avoir. Ça, en fait, c'est celui qui a inspiré dans cette BD-là. Là, on le voit bien sur l'image, effectivement. C'est Rube Goldberg qui a créé ce petit personnage qui s'appelle, c'est une chienne d'ailleurs, elle s'appelle Bertha the Cheese Hound, et sans être particulièrement tintinophile, tout le monde voit Milou là-dedans. Regardez-moi cette image là, il y a pas de doute, quoi. C'est marrant. C'est frappant. Ouais, et ça, c'est tiré de l'iconographie de Jules Verne, les ouvrages donc édités aux éditions Hetzel. Ça aussi, c'est assez étonnant. Hein. Ouais. C'est dans les Aventures du Capitaine Hatteras, celle qu'on voit actuellement. Ouais. Ça, c'est tiré évidemment de 20 000 lieues sous les mers. Hergé prétendait, ça aussi 20 000 lieues sous les mers. Il prétendait ne pas avoir lu Jules Verne, ce qui est tout à fait possible. Mais il a certainement regardé les images. Si on veut voir tout ça en détail, pour parler de Jules Verne, c'est dans un de vos livres. Oui. Sinon, il y a le dernier dont on vient de parler, 7e art. Vous serez, je le dis tout de suite, demain à 14h à Metz, à la librairie Isler-Even. Voilà. Et puis on vous retrouvera à l'été du livre, on en reparlera d'ici là, cet été à Metz. Et vous serez là pour dédicacer et parler de vos livres. Donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Je vous remercie d'être venu nous raconter tout ça. Je le redis, hein, si vous voulez vraiment, si vous êtes des passionnés, parce que je sais qu'il y en a, c'est important de le dire. C'est chez MacGuffin Éditions. Ça s'appelle Hergé et le 7e art. Merci beaucoup, Bob Garcia. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous également. On se retrouve évidemment lundi. Tout de suite, c'est l'heure de la suite du 19-20 avec votre toute première édition locale de la soirée. À demain. À lundi.